1815, en France, seulement quelques mois après la bataille de Waterloo. Alors que l'Europe entière maintient le pays sous occupation et que Napoléon a été exilé à Sainte-Hélène, Louis XVIII retrouve son trône à Paris. C'est le début de la Seconde Restauration, la deuxième tentative de rétablissement de la monarchie après la période dite des 100 jours. Toutefois, ce retour à la royauté ne se fait pas sans violence ni effusion de sang. Encouragée par une noblesse revancharde, la terreur blanche sème le désordre dans tout le pays. Les bonapartistes comme les républicains sont traqués, voire massacrés dans les rues, signe pour l'historien de Varesquiel que la France est traversée par une psychose du complot. Les royalistes sont persuadés que Napoléon pourrait encore revenir au pouvoir ou que les élites républicaines préparent un coup d'État contre les Bourbons. C'est dans ce contexte que Louis XVIII appelle 100 000 Français à élire leurs députés, élection remportée haut la main par les ultra-royalistes. Ainsi, la confusion autour des 100 jours mêlée au contexte très particulier de l'occupation militaire ramène à Paris une majorité réactionnaire. Un désaveu pour le roi qui comptait justement apaiser une nation fracturée et épuisée par 25 ans de guerre presque ininterrompue. Louis XVIII réussira-t-il son pari de réconcilier deux France que tout oppose, tel Henri IV pendant les guerres de religion, ou alors connaîtra-t-il un destin similaire à ce dernier, c'est-à-dire poignardé dans les rues de Paris? Le saviez-vous, tout au long du 19e siècle en France, les prétendants au trône royal étaient répartis en deux catégories. Il y avait d'un côté la branche aînée des Bourbons, celle qui descend directement de Louis XV, lui-même arrière-petit-fils de Louis XIV, et de l'autre côté, il y avait la branche cadette de ces mêmes Bourbons, dont l'ancêtre n'était pas le roi Soleil, mais plutôt son frère Philippe de France. Ainsi, parce que les deux branches descendaient directement des rois Louis XIII et Henri IV, elles pouvaient toutes deux prétendre à la couronne. Les candidats issus de la branche aînée étaient appelés les légitimistes, quand les candidats issus de la branche cadette étaient appelés les orléanistes. Les premiers se disaient légitimes à gouverner, car leurs ancêtres ont été rois de France, les seconds mettaient plutôt en avant leur attachement aux idées révolutionnaires pour s'attacher le soutien de la bourgeoisie. En tout cas, il fallait maîtriser un minimum de généalogie pour comprendre les débats politiques du 19e siècle. Alors justement, maîtriser sa généalogie, c'est le service que propose notre sponsor du jour, MyHeritage. En partant à la découverte de votre histoire familiale, vous remonterez de manière intuitive et amusante dans votre passé. Le principe est simple, vous ajoutez des membres de votre famille avec nom, prénom, photo ou encore date de naissance. Comme le service est connecté à plus de 20 milliards de documents historiques, il va comparer vos propres informations avec les informations d'autres utilisateurs. Par exemple, l'outil Instant Discoveries vous permet de déclencher une recherche intelligente en un seul clic. Sur la base des données disponibles, il va ensuite construire les branches de votre arbre généalogique presque sans effort. Le résultat est rapide et toujours bluffant, j'ai pu moi-même remonter jusqu'à 6 générations en arrière en découvrant que mon ancêtre, Jean-Baptiste Guillaume Gaspard, était officier de l'armée napoléonienne. Bref, MyHeritage, c'est le premier service en ligne de généalogie qui a déjà séduit plus de 90 millions d'utilisateurs à travers le monde. En plus des moteurs de recherche, vous pourrez aussi profiter d'outils intelligents pour enrichir votre histoire familiale. Amélioration de vos vieilles photos de famille, IA générative pour vous transporter dans le passé, profitez d'un essai gratuit de 14 jours en cliquant sur le lien juste en dessous, alors à très vite chez MyHeritage. À la fin de l'année 1815, les élections à la Chambre des députés ramènent à Paris une majorité ultra-royaliste. Cette assemblée siège au Palais Bourbon, dans le même bâtiment que l'actuelle Assemblée nationale aujourd'hui. Surnommée la Chambre introuvable, la majorité est soutenue par le comte d'Artois, Charles-Philippe de France, dont les appartements se trouvent aux Tuileries. Dans ce même palais siège d'ailleurs Louis XVIII, qui se plaint non sans ironie que les ultras soient plus royalistes que le roi. Malheureusement pour lui, les députés conservateurs sont soutenus par une partie de la Chambre des Pairs. Il s'agit de la deuxième assemblée du régime qui siège au palais du Luxembourg. Là-bas, les parlementaires sont nommés à vie par Sa Majesté et certains d'entre eux, comme François-René de Chateaubriand, mettent leur plume au service de la cause. L'écrivain appelle notamment à la sévérité contre les bonapartistes qui pourraient selon lui revenir au pouvoir. Alors, comment définir la doctrine de l'ultra-royalisme? Au-delà des appels à la répression, les députés conservateurs nourrissent également l'ambition de changer en profondeur le pays. Pour le dire simplement, les ultras veulent revenir à une société hiérarchisée fondée sur la religion catholique. Tout le contraire donc de l'héritage napoléonien où l'État était placé au-dessus de l'Église. La Révolution avait aboli les ordres, la Chambre introuvable entend rétablir l'ancien régime où l'aristocratie et le clergé gouvernaient avec le roi. Mieux vaut l'hérédité que le mérite, mieux vaut la foi que la raison, mieux vaut la noblesse de l'âme que la passion de l'égalité. Il faudrait renouer avec les arts et la prière pour offrir un meilleur avenir aux enfants. Parmi les élus radicaux, certains vont jusqu'à dire que la Révolution a été le châtiment de Dieu contre la France.
Le pays se serait donné à la philosophie des Lumières tout au long du XVIIIe siècle, provoquant la fureur du Christ en 1789. La Restauration serait alors perçue comme une expiation, c'est-à-dire un moyen d'obtenir le pardon du ciel et de remettre le pays sur le chemin de la foi catholique. Cependant, ces prises de position ne plaisent pas à tout le monde, et surtout pas à la bourgeoisie parisienne qui rêve de progrès et de prospérité. Au siège de la Banque de France, par exemple, Jacques Laffitte craint que ces débats n'entament la confiance du public envers l'État. Le gouverneur général est la première fortune du pays, et son influence au sein des milieux bourgeois pourrait faire ou défaire un gouvernement. En plus, Laffitte est soutenu par de nombreux intellectuels comme Jean-Baptiste Say, un professeur émérite aux arts et métiers. Ce penseur libéral craint que la France ne manque son rendez-vous avec le nouveau siècle, où l'industrie et les machines remplaceront Dieu et le mysticisme. Pour cause, de nombreux Français regardent avec envie de l'autre côté de la Manche, où la société britannique semble avoir 50 ans d'avance sur le reste du monde. Dans l'épisode précédent, nous avions rappelé la position unique du Royaume-Uni après les guerres napoléoniennes. Les Anglais contrôlent désormais le commerce mondial et les capitaux sont réinvestis dans l'agriculture et dans l'industrie. Dans une note datée de 1814, Jean-Baptiste Say ne reste pas sans admiration lors de son voyage outre-Manche. L'introduction des machines a rendu la production des richesses plus économique, écrit-il. En Angleterre, il n'y a plus une seule ferme où l'on n'utilise pas des batteuses à la place de bras d'ouvriers. Dans toutes les exploitations de nos voisins, on fait plus de travail en un seul jour qu'on en fait en plus d'un mois dans notre pays. À Newcastle, à Leeds, partout sur la grande île, j'ai vu de mes yeux vus des machines à vapeur. Celles-ci vont au moulin et brassent la bière, celles-ci vont dans les champs et tissent le coton. Rien n'est plus surprenant que de rencontrer dans la campagne des convois qui avancent tout seuls et sans le concours d'aucun être humain. Les machines à vapeur, conclut Say, sont absolument prodigieuses et les travaux industriels ne pourraient se soutenir à profit sans leur secours. Par ces quelques mots, l'économiste décrit ce que les historiens appelleront plus tard la révolution industrielle, un processus économique et social qui transforme la façon dont les biens sont produits. La seule question qu'il se pose, c'est comment faire de même en France, dans un pays divisé, fracturé, épuisé, dont la majorité parlementaire appelle à revenir à l'ancien régime. Comment convaincre le gouvernement de regarder vers l'avenir? Jean-Baptiste Say appelle Louis XVIII à prendre des mesures fortes, sous peine d'emmener une nation tout entière à la ruine. Et là, contrairement à une croyance largement répandue, Louis XVIII est très loin d'ignorer la réalité du nouveau siècle. Il peut d'ailleurs le voir lui-même depuis son palais des Tuileries. La ville de Paris est en train de se transformer grâce aux nombreuses manufactures qui parsèment son paysage. On ressent sous la Restauration l'apparition des premières usines à gaz, dont les cheminées crachent une fumée noire irrespirable. On en construit à l'ouest de la capitale, puis au faubourg Poissonnière, puis à l'est. Le ciel se métamorphose sous l'effet de l'industrie et tous les Parisiens en sont témoins. C'est la bourgeoisie qui porte ces transformations et elle entend le faire en défendant des valeurs libérales, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté d'association, industrie, laisser-faire, enrichissement sont les concepts clés qu'elle défend politiquement. Louis XVIII se retrouve ainsi coincé entre les ultras qui appellent à construire des églises et la grande bourgeoisie qui veut construire des usines, deux projets de société qui semblent incompatibles à première vue. Malgré les appels de son frère qui le poussent à écouter les conservateurs radicaux, il décide de trancher le nœud gordien par de nouvelles élections. Comme la charte de 1814 lui en donne le droit, le roi procède à la dissolution de la Chambre des députés et s'en remet donc à son collège électoral. Le Bourbon dira même « Ils auraient fini par m'épurer moi-même, pointant du doigt les prises de position trop radicales de l'aristocratie ». La bourgeoisie obtient ainsi une deuxième chance dans les urnes, cette fois-ci sans terreur blanche. Durant l'automne 1816, les Français payant au moins 300 francs d'impôts sont appelés au vote. Le résultat montre que Louis XVIII avait raison, le parti ultra ne représente pas l'opinion publique et c'est le parti constitutionnel qui enregistre le meilleur score. Sur 400 sièges, les royalistes n'en conservent en effet qu'une petite centaine, tandis que les soutiens de la monarchie limitée en remportent environ 150. La gauche de l'Assemblée est même investie par des élus libéraux qui soutiendront le roi tant que celui-ci donne des gages à la bourgeoisie d'affaires. Alors, la nouvelle majorité nomme le jeune Élie Decazes pour la représenter et le député parisien opère un virage à 180 degrés. Liberté d'association, liberté de la presse, liberté d'investir, Decazes déroule un agenda libéral sans jamais remettre en cause le pouvoir divin des Bourbons. Louis XVIII est tellement conquis par sa politique qu'il se met à l'appeler « mon fils », un signe que le roi compte bien s'appuyer sur la bourgeoisie parisienne pour gouverner. Après une phase conservatrice en 1815, la Restauration connaît donc une phase libérale de 1816 à 1819. Maintenant, est-ce que cette politique libérale suffirait à faire décoller l'industrie comme c'est le cas en Grande-Bretagne?
Après Napoléon, les Anglais auraient 3 à 4 000 machines à vapeur dans leur appareil productif, contre seulement une dizaine côté français. Le royaume reste très en retard et malgré tous ses efforts, les lois sur la liberté de la presse ou sur la liberté d'association que défend Decazes n'arrangent pas le fond du problème. Le pays manque cruellement de capitaux et son taux d'investissement reste trop faible. En revanche, si l'industrie française reste peu productive, elle est aussi capable d'être à la pointe des avancées technologiques de l'époque. En 1818, par exemple, un ingénieur normand installé au Royaume-Uni met au point le premier tunnelier de l'histoire contemporaine. Son procédé ingénieux développé en tandem avec des Britanniques permet de creuser un tunnel sous un fleuve, une opération qu'on pensait jusqu'ici impossible. Sinon, un scientifique français du nom de Thomas de Colmar invente l'arithmomètre, l'ancêtre de la calculette. Le modèle de 1820 est encore basique, mais il connaîtra des améliorations constantes et changera à tout jamais l'histoire des mathématiques. Et puis, comment ne pas mentionner l'invention de Nicéphore Niepce? Ce Français originaire de Châlons met au point le premier procédé héliographique de l'histoire. En utilisant des objets sensibles à la lumière, coincés dans une petite chambre noire appelée caméra, il obtient en 1822 la plus ancienne photo conservée à ce jour. Un véritable exploit qui annonce une révolution artistique et un bouleversement scientifique dans le traitement des images. Outre la photographie, les Français sous la Restauration inventent aussi la thermodynamique, la géothermie ou le stéthoscope. L'école polytechnique à Paris bouillonne d'esprits brillants, prêts à changer le monde pour le meilleur. Conclusion, la France est capable d'être à la pointe des avancées industrielles de son temps, mais son appareil productif reste très en retard. Elle aurait besoin de capitaux privés comme publics, malgré le contexte si particulier de l'occupation étrangère. Alors bien sûr, des capitaux privés, il y en aurait partout dans les banques françaises. L'Empire a souvent pillé les richesses des pays vaincus et de nombreux particuliers se sont enrichis de cette manière. Seulement, cet argent ne sort pas des coffres forts car personne n'a confiance dans le régime royaliste. Sur 700 millions de recettes publiques en 1816, la dépense de l'État atteint plus d'1 milliard de francs, ce qui fait un déficit d'environ 300 millions chaque année. En cause, les indemnités de guerre et le financement de l'occupation qui pèsent lourdement dans le budget. Même Laffitte, le puissant financier de la Banque de France, refuse de racheter les créances de l'État de peur que le roi ne soit pas capable de rembourser. Pourtant, Louis XVIII doit absolument trouver une solution sous peine d'entamer la crédibilité de ses finances publiques. Il s'en remet alors au duc de Richelieu, un diplomate très influent, qui lui propose une stratégie originale pour trouver du crédit. Selon lui, si les banquiers français refusent de prêter leur argent, eh bien pourquoi ne pas emprunter auprès de banques étrangères? À Londres, à Amsterdam, à Francfort, des centaines d'investisseurs seraient prêts à miser sur le rétablissement des comptes publics français. L'avantage, c'est que la France accédera à du crédit rapidement, le désavantage, c'est qu'elle vendra une partie de sa souveraineté à des fortunes étrangères. Le duc de Richelieu estime néanmoins que le royaume n'a pas le choix et dès 1817, l'État français émet une série de rentes ouvertes à des capitaux non français. Les Britanniques et les Néerlandais se précipitent pour en acheter, permettant au roi de recevoir d'un seul coup des millions de francs. Le Bourbon rembourse ainsi les indemnités de guerre en seulement 3 ans au lieu des 5 requis et présente l'opération comme un exploit. Reste à savoir bien sûr si le retour à la stabilité financière sera suffisant pour faire entrer la France dans le nouveau siècle. Dans les années qui suivent la bataille de Waterloo, le vieux continent retrouve officiellement la paix, mais n'en reste pas moins une véritable poudrière. L'Angleterre poursuit sa révolution industrielle, avec 50 ans d'avance sur le reste du monde. La France, de son côté, espère rattraper son retard en libéralisant son système politique. Sous l'impulsion du duc de Richelieu, elle rembourse également ses indemnités de guerre en avance et cherche à négocier la fin de l'occupation militaire. Paris est donc très attentif aux événements qui se passent autour d'elle et tente de séduire ses voisins. La Russie, l'Autriche et la Prusse forment toujours la Sainte Alliance, comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent. Ces 3 puissances veulent étouffer les mouvements libéraux qui agitent l'Europe, et le duc de Richelieu leur propose l'aide de la France. Même si Louis XVIII mène une politique libérale à l'intérieur du royaume, il n'en est plus à sa première contradiction et pourrait s'accommoder d'une politique anti-libérale au-delà de ses frontières. En effet, tandis que la Restauration a écarté les ultras du gouvernement, le conservatisme n'en reste pas moins la position officielle des grandes puissances. Au sein de la Confédération germanique, qui dépend politiquement de l'Autriche, le chancelier Metternich se méfie des manifestations étudiantes. La fête de la Wartburg par exemple attire son attention, elle est célébrée en 1817 à quelques kilomètres seulement du champ de bataille d'Iéna, où Napoléon avait écrasé la Prusse en 1806. Et là, à sa grande stupeur, les participants appellent les Allemands à s'unifier autour d'un projet de constitution libérale. L'espace germanique devrait être centralisé, disent les étudiants, et son état devrait s'inspirer des idéaux de 1789.
La fête de la Wartburg rappelle en fait à la création d'une Allemagne, et c'est d'ailleurs l'un des événements précurseurs de son unification. Problème, Metternich a juré de réprimer tous les mouvements révolutionnaires et les cercles étudiants sont pourchassés sans relâche. Le chancelier fait même signer des décrets à Karlsbad en 1819 afin de traduire leur chef de file en justice. La Confédération germanique prend ainsi des allures d'état policier, mais l'essentiel est sauf, selon Metternich. Par contre, tous les gouvernements conservateurs n'ont pas la chance d'avoir un tel chancelier à la tête de leur État. En Espagne, par exemple, ce ne sont pas des étudiants qui prennent la tête de l'opposition, mais plutôt des chefs militaires. Comble du comble, les insurgés réclament au roi le maintien de la Constitution de 1812, paradoxalement écrite sous les Bonaparte qu'ils ont pourtant combattu. Ils se révoltent en 1820 et le monarque n'a pas d'autre choix que de céder. L'Espagne se dote ainsi d'un texte de loi libéral, ce qui ne manque pas de choquer l'Europe conservatrice. Alors, pressentant le vent du changement, le duc de Richelieu agit en coulisses pour convaincre les vainqueurs de réviser leur jugement à l'égard de la France. Profitant de ses très bonnes relations avec le tsar, il lui demande d'accepter la candidature de Paris à la Sainte Alliance, une demande qui surprend ses vieux ennemis. Cependant, le duc reprend les mots de Talleyrand, la coalition n'a pas fait la guerre aux Français, mais seulement à Napoléon, et d'ailleurs, de nombreux Français ont œuvré pour la victoire des Alliés. L'usurpateur étant désormais en exil à Sainte-Hélène, dit-il, la France devrait pouvoir retrouver son statut de partenaire fiable, et qui plus est, elle a remboursé ses indemnités de guerre en avance. L'argumentaire séduit le tsar et Metternich se laisse convaincre. Malgré les réticences de la Prusse, qui n'a toujours pas digéré l'humiliation de 1806, la candidature du vaincu est acceptée par les vainqueurs. Paris, Vienne, Berlin et Saint-Pétersbourg forment la nouvelle Sainte Alliance, promettant tous ensemble de combattre les héritiers de 1789. La France passe ainsi d'un statut de paria à un statut d'allié de premier plan, et le duc de Richelieu obtient la fin de l'occupation militaire en retour. Nous sommes alors en 1818, seulement 3 ans après la bataille de Waterloo. Le royaume de Louis XVIII réussit un double exploit diplomatique, celui de faire rembourser les indemnités par des banques étrangères et celui d'obtenir le départ de l'occupant. La France devient donc un pays complètement paradoxal, conservateur sur la scène européenne et libéral sur la scène intérieure, de poids de mesure et ce de façon constante, avec le risque de ne satisfaire personne et de radicaliser les opinions. En effet, le travail du duc de Richelieu ne profite pas forcément à Louis XVIII, dont on dit qu'il est le roi revenu dans les fourgons de l'étranger. S'il est globalement applaudi par la bourgeoisie parisienne, représentée par Élie Decazes, il est également critiqué par les ultras. Chateaubriand, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, fonde même un journal appelé Le Conservateur, dans lequel il attaque ouvertement le ministère. Il accuse Decazes et le duc de Richelieu de se montrer trop conciliants avec les révolutionnaires et de tromper la vigilance de Sa Majesté. Et puis, remarque-t-il, un péril de mort pèserait sur la dynastie dirigeante. Louis XVIII est malade depuis quelques années, il est paralysé par la goutte qui ronge son pied et qui l'épuise à longueur de journée. Quant à son frère, le comte d'Artois, il n'a que 2 fils, le duc d'Angoulême et le duc de Berry. La dynastie des Bourbons vient ainsi sur le fil d'un rasoir, car si les 4 hommes venaient à disparaître en même temps, c'est toute leur lignée qui pourrait s'éteindre. Chateaubriand regrette alors la politique de conciliation avec les bonapartistes qui pourrait selon lui s'en prendre à la famille royale. Il ne croyait pas si bien dire, car au début de l'année 1820, l'histoire va montrer qu'il eut plutôt raison de s'inquiéter. Dans la nuit du 13 au 14 février, par un froid glacial, le duc de Berry se rend à l'Opéra de Paris pour passer la soirée. La séance se passe dans le calme, comme d'habitude, et tout le monde est ravi du spectacle offert par les artistes. Puis, tandis que l'héritier redescend la rue de Richelieu après la cérémonie, un ouvrier connu sous le nom de Pierre Louvel s'avance discrètement parmi la foule. Pour ce fervent admirateur de Napoléon, les Bourbons ont usurpé le trône des Bonaparte et il souhaite venger son maître en assassinant le duc de Berry. Il se jette alors sur le neveu du roi et lui transperce la peau d'un coup de poignard. Dans la nuit du 13 au 14 février 1820, l'assassinat du duc de Berry émeut toute la classe politique française. L'événement change pour toujours l'histoire de la Restauration car la réaction des ultras est unanime, le drame est perçu comme un attentat contre la dynastie des Bourbons et les bonapartistes sont accusés d'en être les responsables. Pourtant, lorsque Pierre Louvel est interrogé par la police, l'enquête révèle que cet admirateur de Napoléon aurait agi seul. Il ne ferait partie d'aucune faction révolutionnaire et n'aurait pas de soutien parmi les militaires. Néanmoins, les ultras ne veulent rien entendre. La France serait sous la menace d'un coup d'État et il est de leur devoir de protéger la royauté. « J'ai voulu éteindre la race », dit Pierre Louvel, juste avant d'être guillotiné en place de Grève. Le meurtre émeut le comte d'Artois qui perd son fils unique, si bien que Louis XVIII est placé sous pression.
Entre-temps, Chateaubriand redouble d'efforts pour critiquer Decazes, qui est alors ministre de la police, en plus d'être le chef de la majorité modérée. On l'accuse d'être complice du crime car la sécurité de la famille royale relevait de sa responsabilité. Mon cher fils, dit une dernière fois le roi, qui lui renouvelle pourtant sa confiance, mais Decazes préfère démissionner. Il laisse aux ultras le soin de réformer la loi électorale en mettant en place une procédure de double vote. Les électeurs les plus riches peuvent désormais doubler leur nombre de voix, ce qui favorise les candidats conservateurs. Cette loi sur le double vote est complètement antidémocratique et radicalement opposée à l'esprit de la charte de 1814, mais personne ne s'y oppose par crainte d'une autre terreur blanche. 4 mois plus tard, les constitutionnels restent quand même le premier parti de France avec 44% des suffrages, mais les ultras juste derrière obtiennent 36% des voix. À gauche, les libéraux tombent à seulement 18%, un résultat catastrophique. Et c'est de cette façon que la Restauration quitte sa phase libérale qu'elle avait connue entre 1816 et 1819. À partir de l'été 1820, les ultra-royalistes redeviennent très influents à la Chambre et exigent du gouvernement des lois d'exception. La liberté de la presse est réduite, les lois sur la liberté d'association sont menacées, l'opposition libérale est muselée et le roi cède sur tous les sujets. Problème, cette volte-face est perçue comme une menace par les bonapartistes et les républicains qui vont alors se soulever à leur tour. En 1821, l'école de cavalerie de Saumur défie l'autorité en exigeant la fin des lois liberticides. Quelques mois plus tard, la ville de Belfort est le théâtre d'une conspiration et en 1822, Toulon et Nantes se soulèvent. À Paris, les soldats refusent de crier « Vive le roi », préférant hurler « Vive l'empereur ». Strasbourg et Colmar connaissent des émeutes similaires et le royaume de France est à nouveau au bord de la crise. Si Louis XVIII voulait être le Henri IV du XIXe siècle, force est de constater que son pari est un échec. La France royaliste et la France révolutionnaire sont sur le point de s'affronter dans les rues, et comme après les guerres de religion, c'est l'assassinat d'un Bourbon qui a mis le feu aux poudres. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, un commentaire, voire à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci à notre sponsor MyHeritage d'avoir soutenu la chaîne. Construisez votre généalogie en ligne de manière simple et rapide et partez à la découverte de vos ancêtres. En cliquant sur le lien juste en dessous, vous aurez droit à 14 jours d'essai gratuit. Quant à nous, nous nous retrouverons pour l'épisode 3, mais vous pouvez aussi nous rejoindre dès maintenant sur Discord. Les modérateurs se feront un plaisir de vous accueillir dans une communauté qui comptera bientôt 1000 membres. Alors à très vite sur Bataille de France, et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.